2081 vers l'infini et au-delà. Nous sommes en l'an de grâce 2081 et l'être humain va réaliser la plus fabuleuse épopée de son histoire. Durant 100 jours, nous allons parcourir la distance de la planète bleue à la planète rouge. Découvrez à bord du vaisseau de télécommunication l'Hermès le rôle que vont jouer dans l'édification de la première cité martienne les 7 vaisseaux de colonisation, l'Hestia, le Morphée, le Déméter, l'Apollon, l'Héphaïstos et l'Aphrodite. Leur objectif, construire un lieu de paix et de création, l'ashram de la civilisation de demain sur l'Olympus Mons, le volcan le plus élevé du système solaire. Vous saurez tout, étape par étape, de quelle manière les explorateurs du 21e siècle vont s'adapter et vivre sur une autre planète. Avec pour thème philosophie, psychologie du voyageur, architecture martienne, permaculture, transhumanisme, intelligence artificielle, art et spiritualité dans l'espace. En route vers une nouvelle humanité, bienvenue à bord de la mission Mars 2081. Appel à tous les voyageurs. Décollage dans 50 minutes. Hubert Reeves, Patience dans l'azur, l'évolution cosmique, extrait. L'histoire du cosmos, c'est l'histoire de la matière qui s'éveille. L'univers naît dans le plus grand dénuement, n'existe au départ qu'un ensemble de particules simples et sans structure. Comme les boules sur le tapis vert d'un billard, elles se contentent d'errer et de s'entrechoquer. Puis, par étapes successives, ces particules se combinent et s'associent. Les architectures s'élaborent. La matière devient complexe et performante, c'est-à-dire capable d'activités spécifiques. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Paul Valéry, étendu sur le sable chaud d'une lagune, regarde le ciel. Dans son champ de vision, des palmiers se balancent mollement, mûrissant leurs fruits. Il est à l'écoute du temps, qui sourdement fait son œuvre. Cette écoute, on peut l'appliquer à l'univers. Au fil du temps se déroule la gestation cosmique. À chaque seconde, l'univers prépare quelque chose. Il monte lentement les marches de la complexité. J'imagine un Valéry cosmique qui aurait assisté en spectateur au déroulement de tous ces événements. Il aurait eu pour mission de signaler l'apparition des êtres nouveaux. Il aurait applaudi à la naissance des premiers atomes. Pour les premières cellules, il aurait composé une ode. À d'autres moments, l'inquiétude serait apparue sur son visage. Il y eut des crises dans cette grande ascension cosmique, certaines furent graves. Par instants, tout semblait sérieusement compromis, mais l'univers est inventif. Il a toujours su sortir de la crise. En certains cas, il a dû revenir loin en arrière pour retrouver la voie. Où mène cette voie ? La physique nucléaire nous permet de comprendre l'évolution nucléaire. Comment, à partir des particules élémentaires issues de l'explosion initiale, les noyaux atomiques se sont formés au cœur des étoiles. Rejetés dans les grands espaces intersidéraux, ces noyaux se sont habillés d'électrons. Les progrès remarquables de la radioastronomie et de la biologie moléculaire nous permettent de retracer les grandes étapes de l'évolution chimique entre les étoiles et sur les planètes primitives. Et finalement, sur les pas de Darwin, nous verrons se dresser devant nous le grand arbre des êtres vivants sur notre planète. L'évolution biologique nous amène des bactéries à l'apparition de l'intelligence humaine. La voie de la complexité s'arrête-t-elle à l'être humain ? Nous n'avons aucune raison de l'affirmer. Le cœur du monde continue à battre à son rythme. Le sens est en marche. Déjà, sur d'autres planètes, d'autres étapes ont été franchies. Quelle merveille inouïe prépare en chacun de nous la gestation cosmique. L'homme est né du primate qui naîtra de l'homme. Donc oui, nous sommes le 23 mars 2081 en direct du centre spatial Sati Dhawan, au sud-est de l'Inde, sur Scilab 88.4, dans la BFR, fusée qu'on surnomme la Big Fucking Fusée, prêt à décoller pour Mars. Mais ne l'oublions pas mes amis, nous sommes sur Terre, mère de tout être vivant, planète nourricière et généreuse. Et à l'instant même où je vous parle, nous tournons autour du Soleil, qui lui-même tourne autour du centre de la Voie lactée à la vitesse vertigineuse de 700 000 km/h. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'Anyakea, en direct de l'espace et du temps.
Aux manettes, commandant Wiseau et son professionnalisme légendaire. Bonjour à tous. Comme chroniqueur de génie, Léo Charles Rouillet. Hey. Et comme présentateur de talent, Jules Maurice Ancien le Sage. Merci. Donc nous avons aujourd'hui l'immense privilège d'être en compagnie de Mathieu Briand, ingénieur en chef de l'opération de vol de notre flotte, qui va nous expliquer dans quelques minutes tous les détails techniques de notre voyage. Un petit rappel des plus importants, dans moins de 50 minutes, nous allons enfin, après des années de préparation, 2 années de préparation, décoller en direction de Mars. Mais tout d'abord, je donne la parole à mon coéquipier, Léo Charles Rouillet, pour notre première actualité de la flotte. Alors mon cher Léo, notre voyage n'ayant pas encore débuté, l'actualité de la flotte me paraît compromise. Eh bien non. C'est-à-dire Que sachant mon grand professionnalisme, je vous ai déniché quelques informations aptes à garnir cette actualité. Mais avant tout, mon cher Jules, profitons de ce moment afin d'expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette flotte. Ainsi, cela peut être utile, son but. C'est juste belle astuce pour remplir cette actualité de la flotte un peu vide. Donc, quel est le but de cette flotte spatiale ? Eh bien, purement et simplement de coloniser Mars, la planète rouge, mais pas n'importe où. Non, nous allons tout d'abord coloniser l'Olympus Mons et sa base. L'Olympus Mons, le mont Olympe. Et vous oui, voulez le dire. toit du monde, le volcan le plus élevé du système solaire. C'est donc pour ça que chacun de nos vaisseaux, pour l'instant en orbite de notre flotte, a le nom d'un dieu grec. Le nom d'un dieu grec. Tout à fait, ce n'est pas un hasard. Cette flotte se compose donc de 6 vaisseaux de colonisation et d'un vaisseau de télécommunication dans lequel se trouve notre studio, en partenariat avec la radio Célab. Son nom étant le Hermès, qui est le dieu messager. Sa particularité vis-à-vis des autres vaisseaux est sa petite taille, laquelle lui permet de voguer entre chaque vaisseau et ainsi prendre à son bord différents invités pour nos émissions bi-hebdomadaires. Toutefois, sa première fonction est la coordination de la flotte, ainsi bien sûr d'être le lien entre la Terre et nous autres aventuriers de l'espace. Il est encore quelque sorte finalement la tête de notre flotte. Quant au corps, Ce sont les 7 autres vaisseaux dits donc de colonisation, lesquels sont beaucoup plus imposants et sont spécialisés chacun dans une discipline essentielle à la colonisation. parlez-nous du Zeus, le fameux dieu des dieux. C'est celui dédié aux philosophes qui auront pour mission, une fois sur Mars, d'organiser politiquement la colonie afin de créer un monde performant, efficace et bienveillant. Ce vaisseau transporte avec lui toutes les données livresques, scientifiques, culturelles, en somme le savoir universel humain accumulé depuis notre genèse. C'est la mémoire. Le deuxième, Morphée, dieu des rêves et de l'inconscient. Ce vaisseau est spécialisé dans le suivi psychologique du personnel et de l'équipage. Les psychologues et spécialistes en la matière auront donc pour rôle de comprendre les processus psychiques de ce changement de planète, ainsi prévenir et guérir les différents problèmes mentaux que cela peut engendrer. Leur rôle est primordial aussi bien pendant le voyage que lors de la colonisation. L'éloignement, la vie en collectivité sont parmi les facteurs les plus importants de possibles dérangements psychiatriques. Concernant l'Estia, déesse protectrice des foyers. Alors, qui dit colonie, dit Colonie. on est d'accord. Il faut donc construire, s'installer, prendre ses aises, enfin vivre. Ce vaisseau de colonisation contient donc des architectes, des urbanistes et tout le matériel de construction préfabriqué sur notre bonne vieille Terre afin de pouvoir édifier rapidement une première cité digne de Mars. Le Déméter, déesse de la moisson féconde. J'y viens. C'est notre arche de Noé, soit celui qui nous permettra de féconder Mars et de la Terre à transformer sur plusieurs milliers d'années. En somme, par la permaculture, l'agroculture, l'aquaculture, nous pourrons non seulement nous nourrir, mais aussi transformer petit à petit le biotope martien. Au sujet de l'Apollon, dieu de la médecine harmonieuse. Lors du voyage, ce vaisseau servira de poste d'urgence pour les blessés ou malades, et ensuite d'hôpital central de la colonie. L'un de ses buts futurs étant d'adapter l'humain à l'environnement martien, que ça soit par des modifications génétiques ou par des suppléments biomécaniques. Une vaste aventure. Le sixième, forgeron de l'Olympe. L'Héphaïstos est lui spécialisé dans l'intelligence artificielle, la fameuse IA. Il a donc à son bord nombre d'ingénieurs et de mathématiciens qui assureront le bon fonctionnement de nos ouvriers mécaniques. Concernant le matériel qu'ils transportent, outre nos amis les humanoïdes, une masse non négligeable de processeurs, de serveurs aptes à supporter le traitement informatique de l'IA. Ainsi aussi, tout l'équipement utilitaire, véhicules, foreuses, appairages scientifiques et d'autres. Et le dernier, L'âme. l'âme. Oui, l'Aphrodite, déesse de l'amour et de ce qui s'ensuit.
L'antre des artistes, cinéastes, musiciens, peintres, sculpteurs, chanteurs, créateurs de jeux vidéo, la place to be de la colonie, le lieu des réjouissances. Tout autant lorsque nous sentirons tristes. Loin de notre terre natale, nous pourrons en compagnie de moines bouddhistes, de prêtres chrétiens ou d'imams nous recueillir, apaiser notre esprit et retrouver l'universalité de notre humanité. Merci Léo pour ces éclaircissements. J'espère que tous les auditeurs ont désormais pleinement connaissance de la composition de cette flotte. Alors on n'est jamais à l'abri d'un con, mais oui, a priori. D'autre part, vous nous disiez en préambule que vous aviez déniché quelques informations intéressantes. Et non des moindres, tout d'abord les encouragements très politiques du chef du gouvernement de notre République universelle. On lui pardonnera. Oui, malgré son moi-jeuisme que nous pouvons comprendre comme une petite déformation professionnelle. Et en quoi consistent ces encouragements alors ? Alors, notre chef du gouvernement étant en jambes aujourd'hui, ce qui n'a rien d'étonnant vu l'événement, pour une totale objectivité, je vais citer mot pour mot sa déclaration courte cependant forte en épithètes. On vous écoute avec attention. Je cite. Moi, chef du gouvernement, suis très heureux qu'à l'occasion de ma 4e année de mandature à la tête de la République universelle, la plus grandiose, la plus fantastique, la plus génialissime, la plus émouvante aussi, de même que la plus surprenante, merveilleuse et extraordinaire aventure de tous les temps s'apprête à dépasser les limites de l'exploration humaine, et ce, à la conquête d'un nouveau monde, une nouvelle planète, la planète rouge, Mars. Et je le dis, oui, je l'affirme, moi, chef du gouvernement de la République universelle, de cette démocratie heureuse qui est œuvrée avec abnégation, courage et toute mon énergie afin que cette sublime odyssée des temps post-modernes puisse voir le jour, moi qui ai combattu contre vents et marées, les sceptiques de toutes sortes, les pessimistes d'un jour, les réactionnaires et autres diseurs de malheur afin d'obtenir les crédits nécessaires à ce que je nomme, en toute humilité, ma victoire, soit ce voyage vers des contrées éloignées au sein de notre galaxie, cette aventure collective, fraternelle, pour créer ailleurs une nouvelle humanité. Cela restera à jamais ma fierté, ma contribution éternelle au genre humain. De ce fait, je souhaite personnellement, et au nom de tous les concitoyens de la République universelle que je représente, à tout l'équipage, ainsi qu'à tous les ingénieurs, les techniciens, les scientifiques, les intellectuels, les artistes, le corps médical, les cuisiniers, les robots de ménage et aux autres, un bon voyage. Le monde vous regarde, soyez à la hauteur de nos espoirs, vous êtes notre futur. Vive la mission Mars 2081 et vive la République universelle. Appel à tous les voyageurs. Décollage dans 50 minutes. Donc certes, vous venez de nous le dire, une déclaration tout en nuances de la part de ce fameux personnage. Oui, alors nous rappelons que ce projet date d'il y a plus de 4 ans et que notre sympathique chef du gouvernement a simplement signé et entériné des décisions prises ultérieurement à son élection. Déjà. Voilà. De plus, cette mission est la résultante d'un effort collectif de l'humanité dans son entier, c'est-à-dire la société civile, les acteurs économiques, sociaux, associatifs, particuliers, culturels et intellectuels. Effectivement, nous ne sommes pas bougé le cul pour rien au début du siècle. Oui, en 2081, la réelle politique se fait du bas vers le haut et non l'inverse. En effet, la révolution démocratique a tout son sens aujourd'hui. C'est sûr. Autrement, pour conclure, l'initiative sympathique de l'Association mondiale de l'espace qui, à l'occasion de notre décollage imminent, va faire projeter aux 4 coins du globe un feu d'artifice holographique lors de notre sortie de l'atmosphère. Génial, très bien. Je vous remercie, mon cher Léo, pour cette actualité de la flotte brûlante. De rien. Et nous nous retrouvons dans quelques secondes en compagnie de notre invité. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Mais avant, je vous rappelle, très chers auditeurs, que nous sommes sur Syllab 88.4 en direct du centre spatial Sati Dhawan au sud-est de l'Inde, donc dans la BFR, la Big Fucking Fusée. Alors, monsieur Briand, je me permets de vous présenter. Vous êtes expert en aérospatial et spécialiste indépendant des questions martiennes. C'est donc un honneur pour moi de vous recevoir ici. Merci. Je vous remercie. Avant de commencer l'interview, pouvez-vous, en préambule, faire un léger résumé historique de l'aventure spatiale ? Alors, l'aventure spatiale, tout dépend de ce qu'on appelle l'aventure spatiale, mais nous allons commencer par véritablement le moment où ça a vraiment commencé. D'accord. Bon, l'idée au départ, c'était pas vraiment d'aller dans l'espace. L'idée, c'était de permettre aux nazis de bombarder Londres. D'accord. Avec la V2 ? Avec la V2, c'est ça. Donc,
Les nazis ont recruté un ingénieur du nom de Werner von Braun, un véritable génie pour son époque, qui a mis au point la fusée V2, qui a permis justement aux nazis de bombarder l'Angleterre, ce qu'on doit bien avouer, ce qui n'est pas terrible. Par la suite, après la guerre, les Américains ont repris les scientifiques nazis. Les Soviétiques ont pris ce qui restait. À Berlin, tout ça. Oh, oui, pourquoi pas à Berlin, à Peenemünde, dans le nord de l'Allemagne. D'accord. Donc, ils se sont répartis, et les deux camps, l'un comme l'autre, se sont très rapidement dit, vu qu'ils venaient d'acquérir la bombe nucléaire, que c'était pas une si mauvaise idée de ça, la placer au sommet d'un missile pour aller, pardonnez-moi l'expression, taper sur la gueule à l'autre. Ah, ils étaient vraiment cons à l'époque. Hein. Oui. Et donc là, on a donc les Américains contre l'URSS, Exactement, capitalisme contre communisme. c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, les têtes nucléaires devenant de plus en plus grosses, les fusées devenaient de plus en plus grosses, et on arrivait au point où les fusées étaient suffisamment grosses pour placer une charge en orbite. D'accord. Très rapidement, donc les deux puissances se sont très rapidement rendus compte qu'ils pouvaient placer, pas forcément une tête nucléaire, mais également une caméra pour aller zioter ce que fait leur adversaire depuis l'orbite, et c'était ainsi qu'est né le projet Sputnik, qui avait pour but, justement, à la base, d'envoyer un satellite artificiel pour... Espionner en fait l'ennemi. Très rapidement, ils se sont rendus compte que l'espace, c'était la net plus ultra et ce qui permettait de montrer sa puissance. Propagande en tout genre, on met le paquet. Le premier être vivant dans l'espace, Laika, 1957. Le chien. Oui, qui a d'ailleurs cramé là-haut. D'accord. C'est pas cool. Ensuite, en 1961, le premier homme, Yuri Gagarin, suivi du premier homme sur la Lune en 1969, avec, à l'apogée de la conquête spatiale, avec Neil Armstrong. D'accord. Par la suite, donc, on s'est retrouvé, comme la course à l'espace était gagnée, les financements se sont retrouvés largement inférieurs à ce qu'ils étaient avant. Et les agences spatiales se sont tournées vers l'orbite basse, ce qui n'était pas forcément une si mauvaise chose. L'orbite basse ? L'orbite terrestre basse, autour de la Terre. D'accord. Et à ce moment-là, ils ont développé de grandes stations spatiales, l'ISS, Skylab, Mir, ainsi que les navettes pour aller les desservir. Ok. Tout ceci a permis de construire véritablement toutes les technologies qui aujourd'hui nous permettent d'aller explorer le système solaire lointain, les systèmes de support de vie, tout cela à bord de ces stations à cette époque. Donc voilà. Et de nos jours, maintenant, grâce à ces technologies, nous partons à la conquête de Mars. Super, merci beaucoup. J'ai une petite question, bon c'est un peu personnel. D'où vous est venu cet intérêt pour l'espace ? Depuis que je suis tout petit, j'adore tout ce qui touche à l'espace et aux technologies, donc c'est totalement dans ma nature que ça m'est venu. Ok, parfait. Vous habitez à côté d'un observatoire, non ? Oui, exactement. Il y a longtemps maintenant, mais c'est lié ou En partie. Ou c'est un peu un petit coup de bol quand on était jeune de tomber à côté de cet observatoire qui s'appelle la Couillère, si je ne m'abuse. J'y vais pas beaucoup, donc désolé pour la taxation de ce Ok, d'accord. Innocente. Ça marche, on peut peut-être avancer, par exemple par rapport à la mission que nous allons accomplir. Passons dans le vif du sujet. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter la planète Mars ? Alors, la planète Mars, 4e planète en partant du Soleil, c'est une planète tellurique comme la Terre. Pourquoi on va sur Mars d'abord ? Bien, tout simplement parce que cette planète, durant son enfance, on va dire, a abrité les conditions nécessaires à l'établissement de la vie sur Mars. D'accord. Oui, la vie tout court d'ailleurs. Elle avait des océans et une atmosphère. On sait qu'elle avait des acides aminés. Toutes les conditions étaient réunies pour permettre à la vie de s'y développer. Et si on va sur Mars, on peut, comme les roches sont très anciennes, déterminer si la vie est apparue sur Mars, comment elle est apparue, et si elle est apparue partout où elle est partie dans le système solaire. Alors, c'est un point d'appui scientifique. La planète Mars, si on va sur Mars, le truc le plus important à faire, c'est vraiment d'aller chercher justement s'il y a eu des traces de vie fossile. D'accord. Mais comme la Terre, ces roches se recyclent continuellement à cause des plaques tectoniques, on retrouve très peu de formes de roches de cette époque. D'accord. On ne sait d'ailleurs même pas vraiment quand la vie est apparue sur Terre. On ne sait pas quand est-ce que la vie est apparue sur Terre. On a une fourchette d'idées, on sait que c'est au-delà de 3,5 milliards d'années, 3,5, 3,9. Maintenant, on a tellement peu de roches de cette époque qu'on
on n'arrive pas à remonter plus loin. On ne sait pas si c'était à 4 milliards 1, 4 milliards 3,9. Et donc, ce qui intéresserait beaucoup les scientifiques, c'est de savoir s'il y a eu la vie sur Mars, C'est ça. ou est-ce que vraiment la Terre est cette petite exception qui a réuni toutes les conditions nécessaires pour l'apparition de la vie. C'est ça. Et si on y va également, ça permettrait de savoir également comment la vie est apparue, puisqu'on n'a plus ces roches sur Terre. Et donc, les milliers d'autres étoiles partout dans l'univers. Et Il est possible qu'il y ait eu de la vie dessus aussi, ou Exact. qu'il y ait de la vie dessus. ça nous permettrait d'obtenir une théorie cohérente de la vie, de savoir qu'est-ce que la vie, où elle se place et où Quelles on sont peut les la- conditions nécessaires Donc, pourra la trouver. affiner nos recherches concernant des exoplanètes hors de notre système solaire. C'est exactement ça. D'accord. Donc la première mission de nos scientifiques, une fois arrivés dans 3 mois maintenant sur Mars, ça va être de forêt, Forêt, c'est ça. forêt. Ça va être... Forêt, Forêt, creuser, forêt, toujours forêt. casser, hein. faire des lames, observer l'échantillon. D'accord. Bon, petite question technique aussi. Comment a-t-on choisi les astronautes pour cette mission un peu exceptionnelle? Alors, pour être astronaute pour ce projet, il faut un cahier des charges très précis. Déjà, il faut les connaissances nécessaires pour y aller. On va pas embarquer des personnes qui ne sont pas spécialistes, forcément. Ensuite, déjà, il va falloir un profil psychologique permettant d'effectuer cette mission. Au niveau du profil psychologique, il faut déjà pouvoir travailler ensemble dans des situations stressantes sur de longues périodes. Désolé pour le dire, mais pour les claustros, ça va être compliqué. Ouais, Merci. ils ont été recalés, quoi. Ouais. Ensuite, Mm. il vous faut une bonne santé physique. Il vous faut également Cardiaque, cardiaque. Cardiaque, c'est important, mais également musculaire. Il vous faut une masse musculaire assez importante. pas forcément, pas besoin d'être un sportif de haut niveau, mais être capable de faire 2 heures de sport par jour pour se maintenir en forme. D'accord. 2 heures de sport par jour, donc. 2 heures d'exercice physique, On en reviendra d'ailleurs sur les risques physiques et les effets physiques plus tard. c'est ça. Mm. Il faut également être touche à tout. Parce qu'une fois que vous êtes sur Mars, vous ne pouvez pas appeler le plombier pour aller réparer vos toilettes. C'est vous qui devez vous le faire vous-même. D'accord. Donc oui. Et enfin, le dernier truc, c'est de parler plusieurs langues, parce que c'est un projet mondial. Et comme c'est un projet mondial, les entraînements se font au Japon, en Chine, partout dans le monde. Donc, être polyglotte est quasiment indispensable à ce genre de mission. Être polyglotte, ça tombe bien, Et, on y est j'imagine tous. aussi des antécédents psychologiques inexistants, quoi. Enfin, pour la vie en communauté. Oui, justement, c'est ce que je disais. Ouais. Être capable de vivre dans un environnement fermé, clos, pendant de longues périodes. Avec d'autres gens et... D'accord. Sans péter un câble, dans des conditions stressantes. Voilà. Parce que s'il y a le feu à bord, faut l'éteindre. Si vous paniquez et que vous mettez à crier « Ah, au secours, faut que je tourne partout Mm. Le feu consomme tout votre oxygène à bord et vous êtes mort. D'accord. Donc, c'est Bon. pas une bonne idée. Sur cette conclusion, Peut-être merci. fumé. Est-ce qu'on peut passer au plan de vol? Parfaitement. allez-y. C'est vous qui avez calibré ce plan de vol. Qu'est-ce que ce plan de vol? Eh bien, là, pour commencer, avec ce départ qui aura lieu dans exactement, je ne sais plus, 30 minutes. à peu 30 près. minutes. 30 minutes, c'est parfait. Eh bien, nous allons partir vers les vaisseaux qui sont actuellement en orbite terrestre. Donc, préalablement, nous avons envoyé toute la logistique, toute la très lourde logistique sur le sol martien. Et là, actuellement, nous sommes prêts à partir. Les vaisseaux sont en orbite basse. Il y a eu 8 vaisseaux, donc il y a eu 64 vols de BFR qui ont nécessité pour faire le plein là-haut. Hmm. Mhm. Et là, nous allons partir à bord de ces vaisseaux. Une fois l'équipage et tous les paramètres prêts, nous allons allumer les moteurs au bon moment. Donc là, nous allons nous lancer sur une orbite à 21,8 degrés pour les rencontrer. Et dans approximativement, si ma mémoire est bonne, 9 heures, tous les vaisseaux seront opérationnels et seront au bon moment. On sera pile à la bonne... pardon, excusez-moi. Par rapport à la fenêtre de tir. Par rapport à la fenêtre de tir, sera pile au bon moment. Les vaisseaux vont allumer leur moteur et vont se donner une impulsion d'à peu près approximativement 6 km par seconde pour atteindre Mars dans les 3 prochains mois. Parfait. Donc, Petit c'est renseignement très important l'horaire, quoi. À L'horaire la est seconde extrêmement près. important. Alors, oui, secondes près, je dirais plutôt même millisecondes près. D'accord. Ouais. millisecondes près. Peut-être peut-on renseigner les auditeurs qui nous écoutent par rapport à ce que c'est ou la fonction d'une fenêtre de tir. Alors, il se trouve que les planètes, déjà, le vaisseau tourne autour de la Terre, D'accord. donc il faut qu'il parte dans la bonne direction, donc il faut qu'il parte au bon moment à partir, avec la Terre, D'accord. qui a le bon angle, Parfait. pour aller dans la bonne direction. Il faut également que les planètes soient alignées. Enfin, pas vraiment alignées, qu'ils aient un angle, justement, ce qu'on appelle un angle de phase entre les planètes,
parce que les deux planètes tournent autour du Soleil, et si elles sont l'une et l'autre par rapport au Soleil, vous partez dans l'espace, votre trajectoire, c'est une trajectoire de transfert de Hohmann modifiée pour pouvoir atteindre Mars en 3 mois. Normalement, c'est 9. Votre trajectoire vous emmènerait très 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 loin dans le système solaire, et vous vous retrouveriez perdu dans l'espace avec... vers l'infini et au-delà, c'est ça? Oui, et vers une mort certaine Voilà, surtout. oui. Pas très agréable par manque d'oxygène, donc, ou de bouffe, ou de ce que vous voulez. Donc nous, on appelle ça, parce qu'on n'est pas vraiment au point, mais scientifiquement, on a ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Vous appelez ça comment vous Ah, il n'y a pas de vitesse de croisière. Voilà. Parce que tout dépend en fait de la vitesse par rapport à quoi. Si c'est par rapport à la Terre, par rapport à Mars, dans l'espace, il n'y a pas de vitesse fixe par rapport à quelque chose. C'est pas comme sur Terre. Par contre, ce qui est important, c'est la notion de delta V. Delta V, qu'est-ce que le delta V? C'est la différence de vitesse par rapport à un objet avant et après une manœuvre. Donc, par exemple, pour quitter l'orbite terrestre, il vous faut imprimer à votre vaisseau, au bon moment, donc pour partir dans la bonne direction, une vitesse de 3200 mètres secondes par rapport à la vitesse orbitale qui est de 7800 mètres secondes. Ah oui, d'accord. C'est un peu compliqué. Alors, ça n'a rien à voir avec Einstein égale MC2 ou pas Absolument rien, Voilà. c'est les règles de Tsiolkovsky, le pionnier de l'espace. D'accord. Ok. Oui. Et donc, ensuite, pour atteindre Mars, tout dépend. En 9 mois, il faut 800 mètres secondes, mais là, comme on va le faire en 3 mois, il faut 2000. D'accord. Ah oui. Parfait. Quant à la durée, on en a parlé, ça va être 3 mois, C'est ça. soit à peu près 100 jours. De quoi va dépendre cette durée? La durée, elle dépend donc de la distance entre les planètes, déjà. Parfait. Plus précisément, en fait, de la distance que va effectuer le vaisseau sur l'arc de cercle qui relie les deux planètes. Enfin, l'arc d'ellipse. C'est vraiment ce qui va compter. Donc, plus l'arc d'ellipse est grand, plus on va mettre de temps. Et cette distance, combien de... Alors, la distance qu'on va parcourir, elle sera d'approximativement 90 millions de kilomètres. 90 millions de kilomètres. Ça paraît absolument incroyable. Sinon, j'ai eu des petites informations. Durant ce voyage, nous serons soumis à plusieurs conditions qui rendront le voyage difficile. Outre la nourriture, toutes ces choses-là, on peut parler de rayons. Ah, alors, les rayons cosmiques. Bon, déjà, c'est pour ça qu'on prend une fenêtre de tir de 3 mois. Parce que plus on passe de temps dans l'espace, plus on se prend de radiation. Ce qui n'est pas bon pour la santé du tout. Ensuite, notre vaisseau, il est protégé contre les radiations. Donc, il est protégé par un blindage. De polyester Polyéthylène. Polyéthylène. Pourquoi? Alors, on pourrait se dire, d'abord, on pourrait prendre du plomb, on va dire. Mais déjà, le plomb, c'est très lourd. Et ensuite, certains rayons cosmiques, ce qu'on appelle les GCR, ont une énergie suffisante pour fracturer le plomb. Enfin, le plomb est très dense et va ralentir très rapidement ces rayons, ce qui va faire ce qu'on appelle du rayonnement de freinage ou rayonnement de Brennstrahlung. Désolé pour le terme allemand. Ce qui fait que c'est pire, en fait. D'accord. Ouais, Donc, on est obligé de prendre des matériaux très légers, contenant beaucoup d'hydrogène, pour freiner efficacement les protons, parce que ce sont des protons qui ont la même taille. Ou... Non, la même taille, en fait. Même taille, ouais. On va venir les cogner l'une dans l'autre, et à force de collision, c'est comme des billes de billard. Ah oui. Ouais. Vous lancez votre bille blanche dans le tas de billes. Désolé, je ne suis pas expert en billard. Les billes, à l'arrivée, vont toujours moins vite que la bille blanche. D'accord, ouais. Donc il y a un effet de désaccélération. Très important, ce qui permet de limiter en fait, les conséquences sur notre santé, à savoir mutation, truc pas très bon. Je vois tout de suite une petite page culturelle par Léo. Oui, pour vous rappeler que du 25 au 31 juin, au Crèche Bretagne de Rennes, place du Général de Gaulle, nous communiquerons en réalité virtuelle avec les colons de Mars, comme si vous y étiez. Donc de l'atterrissage au début de la première colonie extraterrienne sur Mars. Il y aura du football martien, des débats live, de l'agriculture de l'espace et des concerts du futur. Un grand événement donc spatial et culturel à Rennes du 25 au 30 juin. Mars Asram, bienvenue dans la nouvelle humanité. Parfait, merci Léo. Tout de suite, on reprend avec Mathieu Briand, un scientifique brillant comme son nom l'indique. Quant au moteur que nous allons utiliser et au carburant, est-ce que vous pouvez nous détailler cette partie? Alors, donc, nous sommes sur des BFR, donc des fusées à méthane. Alors, pourquoi le méthane? Pourquoi le méthane? Plus précisément, le couple méthane-oxygène. Bien, déjà, parce que ça a une bonne compacité, ça prend très peu de place.
Compacité, Compacité, densité, si vous voulez. ça marche. Densité. Le carburant lui-même a une densité équivalente à celle de l'eau. Mm. Parce que sinon, si les autres carburants, l'hydrogène liquide, c'est 70 kg par mètre cube. Donc, il faut des réservoirs de 35-40 mètres de long. Et on n'a pas de place à gaspiller. On n'a pas de place à gaspiller. Et c'est surtout que la fusée, plus elle est grosse, plus elle est lourde. Et plus elle est lourde, plus il faut de carburant. Et c'est ça. Cercle vicieux, c'est pas bon du tout. Ensuite, le méthane. Pourquoi pas par rapport à d'autres technologies? Déjà, parce que c'est une technologie qui est au point, qui est robuste. Et comme on part, il n'y a pas de mécano sur Mars, il y a pas à part nous, il n'y a pas de pièces de rechange. Faut que ça tienne le coup. Qu'est-ce qui se passe si jamais un moteur lâche? La fusée possède 9 moteurs. Elle peut en perdre plusieurs. Tant qu'elle a toujours 2 moteurs opposés, elle Pour la peut... stabilité. En fait, Deux moteurs opposés. En fait, tant qu'elle a 2 moteurs opposés diamétralement par rapport Ah, à d'accord. leur couronne, elle peut fonctionner. Elle pourra se poser, elle pourra naviguer, elle pourra faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est pas perdre de moteur sur les 9. Ok, donc 2 moteurs sur les 9, c'est le minimum. Par rapport aux autres risques, Par rapport aux autres risques, pour la santé ou pour le vaisseau? pour le vaisseau, Pour le vaisseau, déjà, vous avez les micrométéorites. Donc, pour se prévenir ça, pas d'autre solution. Du le blindage. blindage, voilà, le blindage comme d'habitude. Mais encore, Après, nous avons tous les éruptions solaires. Donc là, il va falloir... On a dans les vaisseaux un compartiment blindé recouvert de 75 cm d'eau tout autour pour encaisser les radiations. l'eau, De l'eau, oui, de l'eau. Alors l'eau, pourquoi? Parce que l'eau, c'est l'eau des toilettes et l'eau qu'on va boire, qu'on va mettre autour. D'accord. Ça évite d'importer du blindage supplémentaire. mais on va la boire après. Oui, On sera on va pas la- contaminé par ces rayons cosmiques? Absolument pas, non. En fait, ce sont des rayonnements. C'est comme quand vous prenez une radio. Vous n'êtes pas radioactif après. Ah d'accord, ok. Mais ça permet de freiner, en fait. C'est vraiment freiner les protons. Donc on utilise l'eau qu'on va boire comme bouclier en fait. Comme bouclier uniquement pendant les phases critiques, c'est-à-dire les grosses éruptions solaires. D'accord, y a-t-il d'autres petites techniques comme ça qu'on utilise avec notre vaisseau? On va principalement placer également face au soleil les moteurs et le carburant. D'accord. Ça évite de se prendre en grande partie les rayons. Le méthane va absorber une partie des rayonnements. D'accord. D'autres détails que vous avez en tête? Au niveau des techniques de protection, Oui. déjà des sorties extravéhiculaires pour réparer les pannes. D'accord, Si ça, une ça on météorite sait vient frapper- faire. Ça, on sait parfaitement le faire depuis les années 1990 à 2000, surtout depuis les années Parce que 2000. 100 ans, quoi. Après la catastrophe de Columbia, Mm. on a appris à réparer les boucliers thermiques qui étaient endommagés dans l'espace. Ça a déjà été fait, notamment avec... désolé, je ne me rappelle plus le nom de l'astronaute qui a effectué cette sortie en 2006 sur Discovery. D'accord, sur Discovery. Ça veut dire que dans chaque vaisseau de colonisation, et nous en tout il y en aura 8, Oui. même à bord d'une autre dont on va s'apprêter à décoller l'Hermès, il y a un ou deux ou même une équipe d'ingénieurs qui sont prêts à tout moment à sortir du vaisseau pour aller réparer le vaisseau. Pas à tout moment, mais qui sont formés, qui ont subi une formation justement au scaphandre, en piscine, D'accord, pour pouvoir aller réparer les tuiles du bouclier thermique d'accord. s'il y en a qui sont endommagées. Il ne faut pas que ce soit juste avant la rentrée atmosphérique, parce que sinon là on crame. Pas pendant les rayonnements et des explosions. du solaire. Après, le bouclier thermique n'est pas indispensable pour les... Si c'est pas long. Si on se prend un rayonnement solaire juste avant d'arriver sur Mars et que les boucliers thermiques sont endommagés, va falloir vite se réfugier dans un autre vaisseau. D'accord. Bon, parfait. Quant maintenant à la procédure d'atterrissage qui va nous permettre justement d'arriver sur Mars, est-ce que vous pouvez nous détailler cette opération? La première chose qu'on va faire, c'est se mettre en orbite autour de Mars. Donc, comme le carburant, on a dit c'était un élément majeur de truc, parce que plus on veut de carburant pour faire fonctionner les moteurs, plus c'est lourd. Donc, plus il faut embarquer de carburant en plus. C'est un cercle vicieux. Donc, on va utiliser notre bouclier thermique et on va frotter contre l'atmosphère. Alors, lorsqu'on frotte contre l'atmosphère, en fait, on crée une force. Une force multipliée par une distance en physique, ça nous donne un travail. On va donc perdre de l'énergie. Cette énergie, elle va se convertir en énergie thermique. On va réchauffer l'air martien à une température d'à peu près 3000 degrés. Ah C'est oui, pour ça qu'on a besoin d'un bouclier thermique. Donc, on va perdre approximativement... qui est directement lui sur la BFR. Le bouclier thermique, oui, il est sous la fusée, en fait. D'accord, ok. Sur son ventre. C'est cette partie noire.
C'est la partie noire qu'on voit très bien sur les images. Ok, parfait. Donc bouclier thermique. Donc ça va nous permettre de faire un premier freinage et nous placer sur une orbite elliptique autour de Mars. Orbite elliptique qui va nous permettre d'affiner notre trajectoire avec précision pour la seconde rentrée, où cette fois-ci, on va pénétrer très profondément dans l'atmosphère martienne, ce qui va réduire notre vitesse à approximativement 1000 mètres par seconde. Donc, on fait déjà un premier tour d'orbite, plus ou moins, de Mars. Un premier tour d'orbite, mais qui n'est pas complet parce qu'on rentre dans l'atmosphère, Et après, pile d'accord. au-dessus de notre point d'atterrissage, enfin, à quelques kilomètres. On rentre dans l'atmosphère pile au point de notre atterrissage. Enfin, on va dire 2000 km de là, parce qu'on va, en fait, pour viser ce point d'atterrissage, en fait, parce que c'est une D'accord. trajectoire parabolique. Lorsqu'on rentre dans l'atmosphère, donc la température monte à 3000 degrés, et l'équipage va subir une accélération qui est à 5 fois la gravité terrestre, 5G 5G. Jusqu'à atteindre la vitesse de 1000 mètres par seconde approximativement, donc 3000 km, 3600 km/h, où on va retomber en chute libre vers le sol martien. À ce moment-là, la fusée va devoir se retourner Ok. et rallumer ses moteurs. Nous imprimons à nouveau un choc de 5G 5G pour le... D'accord, ok. pour nous freiner très très brutalement. Là, on sera à peu près à une altitude, donc au moment de l'allumage des moteurs, vers 10-12 km. D'accord. Donc en fait, Au-dessus du nos sol. fusées, on va les utiliser comme rétrofusées, quoi. Comme rétrofusée pour atterrissage. D'accord. Durant la dernière phase de vol, les derniers moteurs vont s'allumer, les pieds vont se déployer et on devrait se poser ce qu'on appelle la rétropropulsion supersonique Mhm. sur le sol martien. Alors la phase vraiment critique, c'est lorsque la fusée se retourne déjà, parce qu'on a les forces aérodynamiques qui s'appliquent sur l'engin, qui vont avoir tendance à le déstabiliser. Donc il faut bien placer les moteurs qui ne sont pas dans l'axe du bouclier thermique. L'axe du bouclier thermique, il est sur l'axe au bas de la fusée, alors que les moteurs sont de l'autre côté. D'accord. Mhm. Enfin, il est parallèle à l'axe au bas de la fusée, il est sur son ventre, alors que les fusées sont à l'arrière. D'accord, ok. Il faut retourner la fusée de telle façon à ce qu'on la place justement dans cet axe. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on a une pression aérodynamique dans les moteurs qui est très importante, ce qui rend l'allumage très compliqué. Et ce qui, pardonnez-moi l'expression, mais englobe notre vaisseau dans une énorme flamme. D'accord, ok. C'est ça qui va permettre... Et cette énorme flamme, il va falloir éviter de se pète des trucs, tu vois. D'accord, Ouais. ok. Ensuite, il ne reste plus qu'à se poser. On a très peu de temps. D'ailleurs, les ingénieurs de la NASA appellent ce moment les 7 minutes de terreur. Donc pendant ça dure 7 minutes. De moment de l'entrée, la seconde entrée sur Mars, au moment où on touche le sol, il y a 7 minutes pile. D'accord. Donc soit ça marche, soit on explose. Sachant qu'en plus, le temps de retour à la NASA, c'est 7 minutes pile. Donc au moment où ils vont nous voir rentrer, soit on sera au sol, soit on sera en petits morceaux. D'accord. Je pensais à ça parce que j'étais fan toujours d'ailleurs de RG et en fait il utilise déjà sa fusée sur la Lune comme rétrofusée à l'atterrissage. C'est le même principe, Ouais. sauf que là, C'est une bonne image. il faut C'est vraiment voulu. le faire de telle façon à le faire correctement, quoi. Ouais, oui. Dernière question, au niveau des effets physiques et les solutions sur une durée d'un Les voyage effets physiques pour le dans corps humain l'espace, ouais. 3 mois dans l'espace, comment le corps réagit à ça? Déjà, il aime pas. Il aime pas du tout. Donc, il faut faire des exercices physiques parce qu'on a une perte de masse musculaire. Cette perte de masse musculaire, elle est très importante. Mhm. En 2 semaines, on perd 15% de nos muscles. Et donc vous disiez 2 heures de sport tout à l'heure. Il faut faire 2 heures de sport par jour à bord du vaisseau. D'accord. Ensuite, on a d'autres effets qui sont notamment au niveau de la vue des astronautes. Mhm. Bon, déjà, on a une nouvelle répartition des fluides à l'intérieur du cœur, parce que le cœur, normalement, il est conçu pour pomper le Avec sang la gravité, jusqu'au cerveau, ouais, voilà, ouais. avec une gravité. Mm. Ici, le sang remonte dans la tête, Mhm. ce qui donne d'ailleurs les premiers jours aux astronautes un air tout bouffi, D'accord. et il part dans la jambe, c'est un problème. Et le rayonnement par rapport à ça, au niveau des yeux, il y a... Oui, au niveau des yeux, déjà, il y a un risque de contracter une cataracte. D'accord, ouais. Pas Et puis, agréable. il y a également le problème que c'est surtout la pression, la pression intérieure. On ne sait pas trop bien expliquer encore aujourd'hui, mais c'est principalement, on pense que c'est le CO2 plus le manque de gravité crée une nouvelle répartition des fluides à l'intérieur de l'œil. D'accord. Ces répartitions des fluides font en fait que la distance focale, si vous savez comment fonctionne Oui, l'appareil ouais. photo, de l'œil se modifie et on voit flou en fait. D'accord, donc myopie, Myopie ou astigmatie, ouais, donc un peu de tout, quoi. ça D'accord. dépend des personnes. Les femmes sont d'ailleurs mieux protégées que les hommes là-dessus. Vous savez pas pourquoi? Non.
Bon, parfait. Merci pour ces informations. Je vous rappelle, très chers auditeurs, que nous sommes sur Syllab 88.4 en direct de la station spatiale Sati Dhawan au sud-est de l'Inde, dans la BFR, la Big Fucking Fusée, prêt à décoller pour Mars. Appel à tous les voyageurs. Décollage dans 10 minutes. Donc, pour conclure, une musique en dédicace au ND2 qui va se reconnaître, je suppose. Donc, une musique avant notre décollage. Rêvons en compagnie de David Bowie sur la chanson Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Je vous rappelle, très chers auditeurs, que nous sommes sur Syllab 88.4 en direct du centre spatial Sati Dhawan au sud-est de l'Inde, dans la BFR, la Big Fucking Fusée. Et je souhaite... Décollage dans 5 minutes. Ah, on nous indique qu'il va décoller dans 5 minutes. Je souhaiterais donc, avant le décollage, rendre hommage à 2 personnes qui nous ont quittés il y a 63 ans. C'était en 2018. Le premier qui a été un de mes grands amis, Anatole, big up à toi. Et le deuxième qui était, lui, un ami de la science, Stephen Hawking, dont Léo va nous lire un extrait
remarquable, tiré d'un livre qui s'appelle « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?» Selon Descartes, si Dieu pouvait modifier la véracité ou la fausseté de propositions éthiques ou de théorèmes mathématiques, il ne pouvait en revanche changer la nature. Dieu régissait les lois de la nature sans pouvoir les choisir, car elles étaient les seules possibles. Pour contourner ce qui pouvait apparaître comme une restriction du pouvoir divin, Descartes prétendait que ces lois étaient inaltérables car elles étaient le reflet de la nature intrinsèque de Dieu. Mais, même dans ce cas, Dieu n'avait-il pas la possibilité de créer une variété de mondes différents, chacun correspondant à des conditions initiales différentes ? Encore non, répondait Descartes. D'après lui, indépendamment de l'ordonnancement de la matière à la création de l'univers, l'évolution devait déboucher sur un monde en tout point identique au nôtre. Son intime conviction était qu'après avoir créé le monde, Dieu l'avait abandonné à lui-même. C'est un point de vue semblable qu'a adopté Isaac Newton. Grâce à lui, le concept de la loi scientifique s'est répandu dans son acception moderne. Avec ses 3 lois de la dynamique et sa loi de la gravitation qui rendait compte des orbites de la Terre, de la Lune et des planètes et qui expliquait des phénomènes comme les marées. La poignée d'équations qu'il a élaborées alors est encore enseignée aujourd'hui, de même que le cadre mathématique complexe qui en découle. Elles servent chaque fois qu'un architecte dessine un immeuble, qu'un ingénieur conçoit un véhicule ou qu'un physicien calcule la trajectoire d'une fusée vers Mars. Comme l'a écrit le poète Alexandre Poppé, dans la nuit se cachait la nature et ses lois. Dieu dit que Newton soit, et la lumière fut. Merci beaucoup Léo pour cette lecture magnifique. Je vous invite désormais à vous préparer psychologiquement et physiquement avant le décollage. Installez-vous confortablement, tout va magnifiquement bien se passer. Je rappelle que la ceinture de sécurité est obligatoire. Et pour vous rassurer, je rappelle aussi que tous les propulseurs, tous les paramètres de la fusée et des fusées ont été vérifiés des milliers de fois par nos ingénieurs les plus qualifiés. Je vous propose maintenant de porter votre attention sur votre respiration, de sentir comme l'air est frais quand il entre dans vos narines. Et à l'inverse, de sentir comme il est légèrement plus chaud lorsqu'il en ressort. Et alors que vous respirez à votre rythme, les yeux fermés ou non, si vous êtes en voiture, je vous invite à visualiser ceci. Sous tension autonome de l'ordinateur. Imaginez qu'à chaque inspiration, une lumière entre en vous, apporte joie, confiance et bonheur. Au contraire, à chaque expiration, vous éjectez, vous expulsez de votre corps et de votre mental toutes les tensions, toutes les peurs qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Donc nous sommes prêts, parfaitement détendus, prêts à décoller, prêts à embrasser une nouvelle humanité. Monsieur Brillant, une courte phrase avant le décollage. Allons-y. Et vous, mon cher chroniqueur de génie, un dernier mot. Merde. Donc je tenais et je voulais dire bon courage aux 798 astronautes qui vont nous accompagner pour ce décollage, qui vont décoller en même temps que nous. Que la bonne volonté, la force, l'amour et la sagesse nous guident. Un grand merci aussi à l'équipe incroyable qui a préparé cette mission. Je pense à Louis Castel, l'homme de la Lune, Alexis Bonomé, alias le N2D, Élise Lucas, Guillaume Gosillon, les 2 Félix Victor, l'énorme Ged, Léo-Charles Rouillet, le commandant Wiseau, la radio Syllabe pour son accueil, ainsi qu'à tous les êtres vivants. Ainsi qu'un gros bisou à notre invité Mathieu Briand et son explication des plus scientifiques, et à Jules Maurice Ancien le Sage pour sa présentation et son énergie spectaculaire. Donc on va bientôt décoller. À tous de DDO, pareil pour le décompte final. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
prochaine émission, le 6 avril prochain, retrouvez-nous avec notre invité exceptionnel en direct du Syllab, avec un débat philosophique consacré à la nouvelle humanité en direct de l'espace. En attendant, suivez-nous sur Instagram 21e ciel 21ECIEL et sur notre page Facebook 2081. Sur ce, rappelez-vous toujours que le seul objectif de l'humanité est l'infini et au-delà. Et au-delà.